Un live hors du commun car nous sommes avec Daniel. Daniel qui est là, caché pour le moment dans l'ombre. Et dans un instant, on va pouvoir justement l'accueillir. Donc je ne sais pas combien il y a de personnes sur le live pour le moment, mais peu importe, on va commencer notre discussion. Et 17. Il y a 17 personnes. il y a 17 personnes. Merci C'est ce que je Daniel, dis. justement. Hop là, voilà, voici Daniel. Bonjour Monsieur Daniel Goldschmidt. Comment Monsieur, vas-tu? Monsieur Phoenix, quel plaisir et quel honneur. Oh, tu Hein, vas, tu vas me faire voilà. rougir, tu vas me faire rougir. Bon, alors, on attendait ça avec impatience, 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 pouvoir discuter de l'hypnose. Alors, le but à la base, c'était de te faire une interview, mais les interviews, tu m'as dit, ouais, non, c'est pas trop mon truc. Tout le monde commence à me connaître, il n'y a pas besoin de raconter ma vie et autres. Autant faire une petite discussion entre deux professionnels de l'hypnose et amener des éléments aux personnes directement. Est-ce bien cela? Je ne sais pas. Je- à vrai dire, on s'en est pas vraiment parlé. Hein, tu m'as invité, j'ai dit oui, parce que je peux rien refuser à Rémi Phoenix. Mais après, on a laissé les choses flotter, et on a raison d'ailleurs. Oui, Hein, oui, on avait dit qu'on allait discuter directement voilà, et discuter faire un directement. Voilà. échange sur l'hypnose Voilà. avec, bien sûr, des personnes qui allaient regarder et voir, peut-être poser des questions. Alors Voilà. justement, n'oubliez pas, on a bien une vingtaine de secondes minimum entre ce que l'on dit et ce que vous recevez. Donc si on ne répond pas de suite aux questions, soyez patient. C'est simplement qu'on ne les a pas encore reçus au niveau des messages. Donc là, hop, je vais en profiter au niveau de mon téléphone, voir au niveau tous les messages. Effectivement, il y a Hector qui est là, Françoise, Richard, Marc Grosjean qui nous disent un bonjour. Marc qui t'a interviewé il n'y a pas longtemps sur le groupe Oui. Trans Intégrative. Voilà. Voilà, très, très bon groupe comme le tien, que je consulte régulièrement, Et comme le tien, et où il n'y a aucune concurrence entre nos groupes. Au contraire, je dirais, ça fait une belle osmose, oui, chacun gardant sa spécificité, et ça me plaît bien, parce que dans le milieu de l'hypnose, comme tu sais, et tout le monde se fait des concurrences féroces, mais nous, on reste en dehors de tout ce fatras, et c'est tout à notre actif. Voilà. oui, tout à On a fait. Mais chacun notre truc. Toi, tu connais bien ton affaire. Je crois que moi aussi, parce que ça fait un certain nombre d'années, autant que toi d'ailleurs. Et Marc qui vient d'arriver, il a la sensibilité et l'intuition nécessaires pour bien mener sa barque. Donc ouais, tout ça va bien. Voilà, ça me plaît bien ça. de toute façon, il va falloir que les jeunes reprennent la relève. Oui, 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 oui. Et justement, c'est aussi de ça que l'on va parler parce que on a une vision un peu différente, voire même très différente de ce qui est aujourd'hui l'hypnose en France. Tu veux dire qui on a toi et moi, on a une vision différente? Ben Euh, oui, d'ailleurs, quand on parle souvent, tu parles de néo-ericksonien. Ah oui, 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 Voilà. oui, Donc, oui, et oui. d'ailleurs, j'en profite. Pour toi, pourquoi néo-ericksonien? Oh, c'est comme disent les avocats, c'est un peu un effet de manche, quoi. C'est-à-dire, tout le monde, je trouve que dans ce milieu, finalement, il y a un conservatisme étonnant par rapport à un milieu justement qui devrait être, bah oui, un peu marginal, un peu artistique, un peu. Et il y a une espèce de conservatisme incroyable, à croire que les gens essayent de se rassurer eux-mêmes par rapport à une matière qui est l'hypnose, qui est une matière très complexe et très, très souple et très variable. Par exemple, bon, l'hypnose ericksonienne, on m'en rebat les oreilles depuis que je fais ça, là, depuis une vingtaine d'années. Et au fond, enfin, personnellement, mes contacts aux États-Unis, et puis quand j'ai appris avec des gens qui avaient approché
Milton Erickson de près, ils m'ont toujours dit que l'éricksonien qui est enseigné comme la Bible de l'hypnose, Milton Erickson ne faisait pas du tout cette hypnose-là quand il travaillait sur des vrais patients dans son vrai cabinet. Alors ça, c'est pour ça que j'appelle ça néo-ericksonien. C'est parce que c'est pseudo-ericksonien, mais en fait, les gens, ils ne se rendent pas compte que Papy, l'oncle Milton, il ne faisait pas du tout ce type d'hypnose quand il travaillait vraiment. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait des démonstrations. Et évidemment, il passait son temps à faire des articles dans la presse. Il n'a jamais fait de livre, mais il a fait des articles. Et Rossi prenait des notes, arrangeait le travail, et puis a présenté certaines choses de Milton Erickson qui, à mon avis, n'étaient pas vraiment ce que faisait exactement Milton Erickson. Je pense qu'il y a un décalage. Alors maintenant, pourquoi est-ce que le néo-ericksonisme est devenu aussi, s'est imposé autant en France? Parce qu'attention, aux États-Unis, Milton Erickson, il est très connu, il est très respecté comme ici on respecte Freud par exemple, mais la plupart des Américains maintenant, ils travaillent avec l'Allemagne, ils travaillent avec des choses comme ça. Hein. Erickson, c'est un peu le passé. Attention, au niveau thérapeutique. Hein. Alors, je ne parle pas de l'hypnose de scène, ça c'est encore autre chose, hein, que tu connais bien toi et que je connais beaucoup moins bien. Et donc, si tu veux, j'ai l'impression que on prend des vessies pour des lanternes. Tout ce qui est enseigné dans les écoles, le peu d'écoles d'ailleurs françaises que j'ai fréquentées, ça a toujours été des trucs issus en fait de la PNL, surtout issus de la PNL, un peu arrangés à la sauce hypnose, mais c'était surtout de la PNL. Or, on sait très bien qu'Erickson n'avait pas pour Bandler une grande passion, c'est le moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, à une époque, il voulait prendre un avocat pour lui rentrer dans l'art en disant que ce mec n'avait rien compris. Et c'est Rossi qui lui a déconseillé de faire ça parce qu'attention, un tonton Erickson, d'après ce que j'ai lu, moi j'ai jamais rencontré malheureusement, c'était pas un rigolo, c'était pas un tendre Non, non c'était plus. pas Hein. un tendre. Non, il pouvait avoir des coups de Exactement. sang. Hein. Bon. Et il s'est énervé sur ce coup-là, sur le coup de la PNL. Or, la PNL, quel est l'intérêt pour les écoles? C'est qu'elle est facile à enseigner, en fait. C'est-à-dire que ça correspond à des modes logiques, on peut faire A plus B plus C. Et avec la PNL, on peut donner l'impression à tout un chacun qu'en une semaine, ça y est, il maîtrise, il est dedans, etc. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Je ne dis pas que c'est négatif à 100%, mais qu'on ne vienne pas me parler d'hypnose ericksonienne. C'est un matinage entre la PNL et l'hypnose que montrait et que pratiquait Erickson. Mais pour moi, c'est pas l'hypnose ericksonienne. On est bien d'accord. Ah bah alors on est d'accord. Pourquoi tu dis qu'on n'était pas d'accord là? Ah Tu me non, dis je disais qu'on était d'accord, totalement ah, d'accord. c'est ça que tu disais, j'ai mal compris. D'accord. C'est pas grave. Alors, bah oui, on est d'accord parce que alors je trouve ça un peu navrant. Et puis alors il y a un côté un peu, allez, disons-le. Hein, moi, tu sais, maintenant j'ai plus rien à perdre en fait. Il y a un côté très, très démagogue dans cette histoire et très financier. Parce que la plupart des écoles, leur intérêt, c'est de former très, très vite pour pouvoir prendre d'autres, j'allais dire, patients, d'autres clients. Et c'est pour ça que le marché se retrouve d'ailleurs complètement saturé. Maintenant, dans une rue, tu as 20 hypnothérapeutes. Hein. Ça devient hallucinant. Ma coiffeuse m'a dit avant-hier qu'elle voulait se lancer dans l'hypnose. Bon, non, mais c'est vrai en plus, hein, c'est pas une figure de style. Ma coiffeuse m'a dit: «Ah, j'en ai un peu marre de la coiffure, je pense que je vais, je vais ouvrir un cabinet d'hypnose.» Bon, alors ça fait vivre les propriétaires des écoles, ils vivent pas mal d'ailleurs, enfin ils ont vécu très très bien même. Oh, Bon, encore maintenant, t'inquiète pas. encore maintenant, je me fais pas de bile pour eux. Mais tout ça se fait, si tu veux, dans une inconscience complète parce que ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de tuer la poule aux œufs d'or. Quoi. Ils sont en train de tuer ce que, d'une façon, il faut leur reconnaître qu'ils ont eu un grand dynamisme pour créer leurs écoles. Ils ont recruté à tort et à travers des soi-disant professeurs. Enfin, je donne l'impression d'avoir la dent dure un peu, mais c'est vrai que
Il y a certaines choses que je subis, enfin pas que je subis, mais qui m'irritent profondément. Bon, alors voilà, c'est pour ça que je te dis, l'hypnose ericksonienne, pour moi, c'est de l'hypnose néo-ericksonienne. Alors maintenant, comment est-ce qu'il travaillait, Erickson? Mais je pense qu'il était très hypnose profonde, justement. Et je pense que le travail d'Erickson commençait quand le conscient n'était pratiquement plus là. Et là, il travaillait vraiment en somnambulisme profond, voire et coma hypnotique. Enfin, quoi, coma hypnotique, c'est difficile, mais vraiment en allant de plus en plus profond. Et après, il ramenait la personne, et d'ailleurs, il a dit dans ses écrits qu'il fallait toujours laisser quelque chose à grignoter au conscient, parce que par courtoisie. Moi, j'ai trouvé une phrase d'Erickson, Soyons je me la courtois. suis procurée en anglais parce que j'avais un doute sur la version française, et c'est bien ce qu'il a dit. Il a dit, il faut toujours laisser quelque chose à grignoter au conscient par courtoisie. Bon. Alors ça n'enlève pas la qualité et la force du travail d'Erickson. Ça n'enlève rien. Et à chaque fois que je lis quelques pages d'Erickson comme ça, je me dis, waouh, quand même. Mais je pense qu'il y a eu une petite trahison, quoi. Alors je ne sais pas quel a été l'impact de Rossi là-dedans. Est-ce que Rossi, c'est parce que Rossi, j'ai rencontré une fois, c'était quelqu'un de parfaitement adorable, vraiment parfaitement adorable, d'une gentillesse totale. Je ne pense pas qu'il l'ait fait exprès, mais je pense qu'il s'est laissé avoir par certaines personnes pour changer un petit peu le contenu de ce que faisait Ericsson. D'ailleurs, il y a des vidéos qu'on peut se procurer sur Internet où on voit Ericsson travailler, et je peux te dire que par moments, c'est hyper profond, hyper profond. Ah, c'est profond et c'est très direct. Il y a C'est quelques très années de direct, ça, ouais. quand je parlais d'Erickson et que je disais qu'Erickson était très direct dans sa façon de faire, les gens me riaient au nez. Alors, quand je parlais d'Hellman, je te raconte même pas, c'était l'horreur. Et il a fallu que ces vidéos sortent pour que les gens puissent ouvrir les yeux et s'apercevoir que Ericsson était très direct. Alors, je ne sais pas si c'est Rossi ou Ericsson lui-même, parce que j'ai entendu dire, après je ne sais pas si c'est vrai, mais ça peut être réel. J'ai entendu dire que Ericsson justement faisait des démonstrations beaucoup plus légères quand il a vu l'engouement des gens vis-à-vis de l'hypnose. Et pour éviter de donner dans les mains quelque chose trop dangereuse, il a lui-même légèrement édulcoré pour justement éviter tout dérapage. Pourquoi pas? Oui, oui, oui. Alors il y avait aussi le fait que Erickson savait très bien que son travail permettait la scientisation de l'hypnose, c'est-à-dire de pouvoir faire en sorte que les médecins, les psychologues, il a beaucoup travaillé avec Palo Alto, Václavic, Mhm. etc. Ce qui fait que son but, en fait, il l'a dit, c'était que l'hypnose devienne une science, vraiment une science à part entière, et qu'elle rentre dans les universités, ce qui est fait. Et donc il a très bien travaillé pour l'hypnose. Alors, Mais il a dû se dire que moi, je suis pas sûr que, si tu veux, là où on diverge toi et moi, c'est sur la notion de dangerosité de l'hypnose. Moi, je pense pas qu'il s'est dit que ça risquait d'être dangereux. Je pense qu'il s'est dit que ça devenait trop inquiétant, un peu satanique pour les scientifiques en fait, et qu'il voulait édulcorer toute cette hypnose-là, donc l'hypnose underground, en fait, mhm. maintenant qui est devenue underground, parce que c'est pas qu'il en avait peur, je pense pas qu'il en avait peur, mais je pense qu'il pensait que les scientifiques auraient un recul par rapport à ça. Parce que les scientifiques, il faut le savoir, ils sont très prudents. Quand ils touchent à un domaine, ils veulent pas non plus qu'on les taxe d'être des sorciers ou de s'occuper de. Voilà. Je pense qu'ils voulaient pas que ça revienne comme dans le passé où c'était réservé au cabinet des magiciennes et des sorciers, l'hypnose. Le côté, je sais que toi, tu as une certaine opinion de la dangerosité éventuelle de certaines choses d'hypnose. Oui, Mhm. c'est vrai. Exact. Moi, je serais plus réservé là-dessus. Maintenant, on n'a sans doute pas fait exactement les mêmes expériences. Donc bon, voilà. Donc moi, j'accepte, de toute façon, venant de quelqu'un comme toi qui a autant de travail, d'expérience et d'années d'expérience, quand tu dis un truc, j'écoute. Moi, je suis pas.
je n'ai pas l'impression que l'hypnose. J'ai fait des hypnoses très profondes avec certains patients, j'ai jamais eu de problème. Alors, et les soi-disant entités qui peuvent, bon, ça on pourra en parler. Oui, oui. Les entités qui apparaissent, j'ai jamais eu de problème avec ces entités. On s'est toujours bien Je, entendu. je pense que quand je parle de dangerosité, je parle pas par rapport à ça. Oui, j'ai déjà fait aussi des séances d'hypnothérapie où la personne est partie dans un état un peu spécial où j'avais plus l'impression de faire un exorcisme que de l'hypnose. Mhm. Vous voyez, ça a dû t'arriver aussi. Non, je Oui, parle oui, de oui, la, bien de sûr. la dangerosité et j'en parle bien sur Underground par rapport aux gens malveillants qui utiliseraient l'hypnose, par rapport au vol sous hypnose, par rapport aux techniques tziganes qui ont été élaborées de façon minutieuse et transmises de génération en génération pour leur survie. Et il y a des vidéos, et différentes recherches, et j'ai fait aussi des essais. Effectivement, ça marche très très bien. Mhm. Et ça fait des années que je travaille là-dessus, et c'est pour ça que j'ai ouvert Hypnose Underground, c'est pour montrer une autre phase de l'hypnose. Une hypnose qui est très différente de ce que l'on peut apprendre aujourd'hui en école et autres. Donc voilà, c'est ça au niveau Mhm. danger D'accord, que je d'accord. veux Ça, exprimer. oui, ça, je pense qu'il y a des techniques ou des façons de travailler, plus que j'aime pas beaucoup le mot technique, mais enfin, des façons de travailler Hmm. qui peuvent effectivement être utilisées pour voler ou pour. Oui, ça, oui. Ça, Alors, tiens, on est d'accord là-dessus, oui. il y a, Oui. il y a Franck Maya qui est là, qui nous dit sur le chat, Rossi a évolué seul ensuite et développé sa propre voix, Ah ce oui, qui oui, est c'est très vrai, ça. ericksonien, Ouais. n'est-ce pas? Mm. Voilà. Non, ça, c'est vrai, il a parfaitement raison. Rossi a évolué par lui-même bien après. Il a écrit beaucoup de choses très intéressantes. Non, c'est simplement parce que il a été quand même le confident d'Erickson, celui qui a travaillé avec lui la plupart du temps, et certaines bonnes langues au niveau Erickson Amérique et tout ont dit qu'il avait déformé d'une certaine manière. Bon, c'est possible, mais en fait, il l'a pas fait exprès. Il l'a fait de très bonne foi, et je dois dire que je ne sais pas sur quoi exactement il aurait déformé. Peut-être justement sur le côté direct d'Erickson, ça peut-être. Je dis bien peut-être parce qu'il faudrait travailler avec les documents qu'il faut sous les yeux et dire oui, là, il a dit ça, là. Bon, et puis, moi, je me souviens d'avoir vu travailler Rossi, mais il y a très longtemps. Malheureusement, j'étais déjà né. Il y a une quarantaine d'années, ou peut-être pas quand même, mais une trentaine d'années. Et j'ai eu des films du travail de Rossi, et lui aussi était extrêmement direct. Rossi travaillait d'une façon très directe. Donc en fait, cette histoire d'hypnose indirecte, ouais, je Alors, suis pas convaincu. Je suis pas convaincu, quoi. pour rebondir sur ce que tu dis, pardon, euh, au niveau de l'hypnose indirecte, oui, il y a des choses qui marchent très très bien en hypnose indirecte, mais Erickson mélangeait tout, hein. Il mélangeait le direct, l'indirect, il faisait un savant mélange entre les différentes techniques. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on parle d'hypnose permissive. Et je suis désolé, l'hypnose n'a jamais été permissive. Erickson n'a jamais été permissif. D'ailleurs, il y a des sociologues qui ont dit si vous donnez le choix aux gens, ils ne sauront pas quoi en faire. Donc, c'est assez intéressant. Le truc, c'est que pour moi, Erickson n'était pas permissif, il était directif camouflé. Ce sont deux choses différentes. Et par moment, il devenait très directif et par moment, il le devenait moins, mais ce n'était qu'une illusion. Il camouflait sa directivité. Et c'est là où ça devient intéressant. Enfin, Bah, c'est ce qu'a dit Roustan, hein. François Roustan a dit qu'Erickson était honteusement manipulant. Et il avait une bien très sûr. grande estime pour Erickson, Roustan, mais il disait que on ne pouvait pas plus manipuler que manipuler Erickson, à tel point j'ai lu certains écrits où les auteurs disaient que même, enfin, il était vraiment malade, c'est évident, mais il se servait même de sa maladie pour manipuler les gens. Et c'est assez Mhm. extraordinaire. Oui, oui, je pense. Un sacré personnage en tout cas, ça c'est sûr.
Ouais. Maintenant, bon, c'est vrai que moi, au niveau de l'histoire de l'hypnose, ça m'a jamais vraiment interpellé. Ce qui m'intéresse, c'est le terrain, le terrain, le terrain. Donc, il y a des pros de l'histoire de l'hypnose. Euh, Là, j'aimerais qu'on cesse, si tu le veux bien, de parler d'Erickson, mais plutôt de parler de nos propres expériences sur le terrain. Parce que Erickson, on en parle, on en reparle, on en reparle, c'est bien gentil, mais je pense que les gens ont envie maintenant d'entendre d'autres choses, surtout par de vieux dinosaures comme nous, qui ont plus de 30 ans d'expérience. Voilà, au niveau du terrain, ça fait maintenant des années que tu pratiques l'hypnose, que tu as un cabinet. Euh, et là, tout à l'heure, on parlait rapidement justement des cas un peu spéciaux de gens qui rentrent dans des états qui vont changer de voix, qui vont avoir les yeux qui se révulsent et autres. C'est assez surprenant quand on n'a pas l'habitude. Est-ce que tu as eu beaucoup de cas comme ceci? Oh, beaucoup. J'ai pas calculé combien de gens j'ai vus sur les 23, 24 ans. Ça fait 24 ans exactement que D'accord. euh, ça doit se chiffrer en dizaines de mille. Disons que sur le nombre de personnes, j'ai eu ouais, on va dire une centaine de cas à peu près comme ça. Donc c'est quand même pas la majorité, On est il faut d'accord. dire. Hein. Oui, mais oui, les séances d'exorcisme dont tu parles, oui, j'en ai fait plusieurs. Oui, oui, oui. J'ai même eu des frissons dans l'échine à un moment donné, pour être honnête au début. Parce que je me dis, mais dans ces cas-là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est comme dans un film d'horreur, en fait. Bon, Ah oui, 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 tu hein. sais pas sur quel pied danser, t'as pas l'habitude de ce genre de phénomène. C'est Donc ça, oui. là, c'est qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis, comment j'agis. Et c'est assez, au départ, perturbant. Après, quand tu prends l'habitude, bon, tu souris et tu gères la chose sans problème. Mais sur le moment, tu sais pas si la personne, elle peut t'envoyer un coup de poing ou quoi que ce soit. Elle est vraiment dans un état de somnambulisme, elle est dans un état profond. C'est surprenant. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que ça, à l'école, on ne le voit pas. Dans les écoles, on ne voit pas ce genre de choses. Ben, c'est un peu la même chose, si tu veux, que du temps d'Erickson. Je ne veux pas revenir sur Erickson, on en a assez parlé, mais c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que les gens qui étaient autour d'Erickson ont gommé tout ce côté un peu euh, fumeux, hein, de l'hypnose pour que ça fasse lisse, pour que ça fasse propre, pour que ça fasse clinique. Et ça plaisait aux psychologues et aux médecins. Si on leur avait dit qu'il y avait... Alors, ce qu'auraient dit les psychiatres, par contre, qui connaissent un peu ça, ce phénomène, ce qu'on appelle le phénomène des haltères, et ça, les schizophrènes, avant qu'on découvre les bons produits pour les calmer et tout, ils étaient parcourus par des sous-personnalités comme ça. Mhm. D'ailleurs, Janet a fait au fond, toute l'étude de Janet en hypnose a été faite sur des malades, hein, il faut le savoir. Il a travaillé qu'avec des malades. Et donc, lui, il rencontrait énormément de ce genre de phénomène. Et puis après, les psychotropes modernes ont éliminé progressivement un peu ça. Bon. Mais le phénomène des haltères en schizophrénie ou en d'autres maladies psychiatriques, on le connaît, c'est-à-dire des changements de personnalité subis. Alors après, il y a eu beaucoup de polémiques sur les personnalités multiples, Oui, ou qui vivent à l'intérieur de la personne, qui ont leur vie propre, qui s'engueulent entre eux. Enfin, des fois, ils ne savent pas qu'ils existent entre eux, etc. Bon, ça a été très, très critiqué par beaucoup d'autres psychiatres qui ont dit non, c'est pas comme ça que ça marche. Bon, voilà. Bon, on va pas non plus rentrer dans la psychiatrie, puis on n'est pas, je pense pas être suffisamment compétent. Mais ça existe, quoi. Ça existe au niveau maladie mentale. bien sûr. C'est intéressant de le savoir. Donc, ça voudrait dire que la personne en hypnose profonde passe par une forme de pathologie, en fait, pendant un certain moment. Il faudrait faire des scanners et des IRM du cerveau pour voir exactement à quoi ça correspond quand elle passe dans cette phase un peu folle, parce qu'il y a un côté un peu fou là-dedans. Voilà. Bon, oui,
tout comme toi, j'ai eu affaire à ça. Ça m'a pas plus marqué que ça, je dois dire. Je pense que toi non plus. Enfin, je veux dire, j'ai bien dormi la nuit. Hein, ça m'a Ah oui, pas. oui, très bien, très très bien. Mais je pense que quelqu'un, par exemple, qui débute dans le métier, qui va tomber sur un cas comme ça, peut, comment dire, réagir différemment. Et est-ce que ça pourrait devenir quelque chose, un cas un peu plus dramatique ou pas? Je sais pas. Je ne sais pas non plus. En fait, je trouve ça très intéressant, personnellement, euh, sous l'aspect philosophique et dans la recherche sur la conscience. Parce que Mhm. à l'heure actuelle, malgré toutes les avancées qu'on a pu faire avec toutes les techniques modernes, on ne sait toujours pas ce qu'est vraiment la conscience. Donc ces phénomènes qui apparaissent en hypnose, ils sont très intéressants à étudier. Il y a par exemple, il y a un psychanalyste jungien, enfin un psychiatre et psychanalyste jungien qui fait des travaux là-dessus parce que ça le passionne, parce que ça rentre en résonance avec ce qu'a dit Jung sur la conscience. Et Jung était très versé vers l'Orient, enfin il avait pris beaucoup de choses en Asie et, et aux Indes. Et dans ses écrits, d'ailleurs, on le voit tout de suite dès qu'on lit Yang. Et pour Yang, il y avait cette espèce de grande conscience, en fait, qu'il appelait le soi, et qui se clivait après à l'intérieur d'un être humain, qui devenait une parcelle du soi. On retrouve ça d'ailleurs dans la plupart des choses bouddhiques. Euh, donc ça, c'est très intéressant. Alors maintenant, c'est un parallèle qu'on peut faire. Maintenant, faudrait peut-être qu'un jour, on va vraiment observer ces phénomènes comme des phénomènes tout à fait scientifiques et Bien sûr. ça va nous amener vers une meilleure connaissance de la conscience tout court. Ça, c'est possible. J'ai eu un client, c'est assez intéressant parce que je l'ai mis sous hypnose et sous hypnose, d'un seul coup il se relève en criant il n'a pas le droit. Oui. Et je dis il n'a pas le droit de quoi? Il n'a pas le droit d'être heureux. Bon, j'ai dû insister pour avoir la réponse quand même, ça s'est pas fait aussi rapidement, mais et en fait, bon, je vais pas te parler de toute la séance, c'était assez punchy, parce qu'il y avait des mouvements brusques, il y avait vraiment beaucoup de colère et autres. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que il était... alors, quand il est revenu à lui, il se souvenait de rien, parce qu'il était vraiment dans un état très profond. Et donc, on en a discuté, et c'était son père. Mhm. Mhm. Mais le plus amusant, enfin amusant, façon de parler, hein, il n'y a rien d'amusant dans tout ça, on est bien d'accord, c'est que son père était toujours vivant. Mhm. Donc il n'y a pas une histoire d'entité ou quoi que ce soit, mais son cerveau est rentré dans le rôle de son père pour pouvoir s'exprimer et dire les choses, enfin ce qui le bloquait en fait. Et c'est drôle parce que ça s'est fait d'une façon assez violente. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que là, on voit vraiment cette façon de se dissocier, de pouvoir, comment dire, rentrer dans la peau d'un personnage pour exprimer ce qui ne va pas et comment il percevait son père. Tu veux dire que c'est un personnage qui est apparu en hypnose profonde et qui a pris le visage de son... Et en fait, c'est son père qui parlait à lui en disant il n'a pas le droit. C'était son père qui disait ça de lui. Hein, c'est Voilà, ça? exact. Il Ah n'a oui. pas le droit d'être heureux. Tu vois, Ouais. j'ai eu ce cas qu'une seule fois et j'ai trouvé ça très surprenant. Euh, Ah oui. qui fasse un espèce de transfert, hein. Il se transfère dans la peau de son père pour parler de lui et
pour exprimer, euh, oui, en fait, il montrait comment était son père. C'est assez surprenant. Alors, c'est intéressant parce qu'en psychanalyse freudienne, il y a un certain nombre de parties, ce qu'on appelle la topique freudienne. Freud a divisé la conscience, l'esprit, Mhm. en plusieurs parties, et il y a une partie qui représente le langage des parents introjecté, alors ça c'est un mot de la psychanalyse, qui est mis à l'intérieur de la personne et qui conserve. C'est-à-dire qu'il fera n'importe quoi et il y aura toujours une petite voix à l'intérieur qui lui dira mais tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Tu n'as pas le droit justement. Tu n'as pas le Voilà. droit. Mhm. Voilà. Et ça c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'au fond ça serait presque la démonstration que Freud n'avait pas totalement tort sur certaines choses quand il a fait sa topique. Et Freud appelle ça le surmoi. Alors ça ne veut pas dire du tout un moi plus puissant, ça veut dire comme un œil. Il expliquait que c'était comme un œil qui regardait la personne et qui la jugeait et qui la culpabilisait. Et ça, c'est pas complètement idiot parce qu'on retrouve ça chez beaucoup, beaucoup de patients. Hein. Cette Oh espèce oui. Ah, d'inquiétude, j'ai mal fait, j'ai bien fait. Voilà. on voit le Hein. Voilà. saboteur, le fameux saboteur en développement personnel. Ça Oui, rejoint ça hein, indirectement. Mais oui, tu oui, vois, tout à ce fait. que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que le père aurait été mort. Des personnes auraient pu penser à une incarnation du père à l'intérieur de lui, parce que je sais que dans le milieu de l'hypnose, il y a aussi beaucoup de gens qui vont croire aux vies antérieures. C'est pas que j'y crois pas, hein, mais voilà. Il y aurait des personnes qui auraient pensé, tiens, le père est décédé, donc il vient parler à travers son fils. Mais là, le fait qu'il soit toujours en vie, bah, ça enlève totalement cette hypothèse et ça montre aussi que il peut y avoir ce phénomène sans qu'il y ait d'incorporation d'entités ou autre. Ah oui, tout à fait. Ouais. Non, c'est intéressant, hein, vraiment. J'ai eu ça, oui, oui, j'ai eu des trucs dans le genre, oui. Oui. Enfin, Euh, pas cet exemple que tu as pris, que je trouve très intéressant. Mais j'ai eu des personnages, des personnalités qui venaient, qui disaient d'ailleurs, qui parlaient du patient. Et après, le patient se souvenait absolument pas. Et puis, on arrive à les faire discuter entre eux aussi. oh C'est-à-dire, oui, avec de l'humour, surtout, parce que c'est important. oui, il faut garder Il l'humour. faut garder de l'humour. Mais on arrive à les faire un petit peu interagir. Et après, quand j'appelle ça démouler, quand on démoule le patient, c'est-à-dire qu'il revient à la réalité et surtout on fait attention qu'il ne reste pas dissocié, en général, il ne se souvient absolument pas. Mais pour être tout à fait honnête, parce que je pense que c'est important, j'ai pas eu vraiment de retour très évident sur ce genre de façon de travailler. C'est-à-dire, personne m'a dit ah c'est génial, je me sens vachement mieux et tout. Je suis pas sûr que au niveau alors purement thérapeutique, je suis pas sûr que, que ça fonctionne autant qu'on pourrait le penser parce que ça semble un peu merveilleux hein, que les différentes parties interagissent entre elles et tout d'un coup boum il y a une explosion interne et la personne va beaucoup mieux. Je l'attendais avec grande impatience et j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'ait dit oui sur le coup il y a des gens qui se sentent beaucoup mieux mais après bon il faut continuer à travailler hein, parce qu'on n'a pas fini le boulot mais c'est spectaculaire voilà c'est très spectaculaire. Ah, je veux bien te croire sur le fait que ce soit spectaculaire. Mm. Et bah, tiens, toi, au niveau de tes séances, est-ce qu'il y a une séance ou quelque chose qui s'est passé dans une séance qui t'a vraiment marqué, qui t'a vraiment surpris? Oh il y en a plusieurs avec Franck en ce moment on est en train d'écrire une œuvre. Enfin, il n'y a pas que Franck il y a plusieurs personnes. Et justement, on est censé donner des vignettes cliniques, c'est-à-dire des cas cliniques à étudier. Et voilà, on est obligé d'aller chercher dans nos souvenirs à l'un et à l'autre. Mais il y a un cas qui m'a laissé ouais, très rêveur. Hein. Bon. Euh, alors,
ça commence comme ça, il y a quelqu'un qui m'appelle et qui me dit: «J'ai des crises de panique». Bon, la crise de panique, c'est un peu comme la cigarette pour un hypnotiseur, hein. C'est-à-dire l'anxiété et la cigarette, je crois que c'est les 2 trucs qui nourrissent le cabinet parce que c'est ce qu'on rencontre, le plus souvent dans nos sociétés, quoi. Quelqu'un qui a une toxicomanie, hein, on va dire, et puis quelqu'un qui est transporté par des crises de panique et des angoisses terribles. D'ailleurs, il faut s'en méfier parce que souvent, ça peut annoncer des pathologies psychiatriques, donc il faut faire très attention quand on touche à ce genre de trucs. Enfin, il faut envoyer chez le psychiatre quand même dans un premier temps, surtout les crises de panique terribles. Mais bon, ça c'est une parenthèse, hein. Bon, euh, alors il y a un gars qui arrive. Je lui dis qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors bon, je vais pas être trop précis parce que déontologiquement, je me sens pas le droit. Mais bon, vous travaillez vaguement dans l'éducation nationale. Voilà, c'est assez c'est assez flou pour que personne ne reconnaisse la. Enfin, bon. Et je lui dis qu'est-ce qui. Ah, il me dit je ne sais pas, je suis allé en Espagne. Bon, pourquoi l'Espagne? Et j'ai eu une crise de panique terrible, et c'était la première fois que ça m'arrivait. J'ai cru que j'allais mourir, que mon cœur allait s'arrêter de battre, enfin tous les symptômes de l'angoisse et de la crise de panique. Et il dit depuis, ça dure depuis 4 ans, j'ai une crise de panique tous les 3 jours. Ah, je lui dis mon pauvre vieux, ça doit être extrêmement. Ah, il me dit j'en peux plus. J'arrive au lycée où je travaille et d'un seul coup, sans crier gare, sans aucune raison, de nouveau j'ai l'impression que je vais mourir, que le cœur va s'emballer, que voilà, c'est ma dernière minute, la sensation de mort imminente. Bon. Bon, bah, je lui dis écoutez, on va faire une première séance, puis on verra bien. Bon, on fait une première séance. Ouais, bon. Oui, il rentre. Alors, il rentre par contre très facilement en hypnose, très très facilement, sans aucun problème, et même profond, hein, puisque il y a une amnésie spontanée, il se souvient de rien ou de très peu. Enfin, bon. Bon, première séance, je lui dis alors comment ça va? Bah ouais, bon. Je lui dis ben, rappelez-moi d'ici une semaine qu'on voit ce qu'on fait. Donc une semaine après, il m'appelle, il me dit ouais, bah écoutez, c'était très intéressant comme expérience, mais ça n'a pas agi, hein, ça recommence et tout. Bon. Alors, je vous passe les détails, je ne veux pas faire trop long quand même. Alors, au moins 10 séances où j'essaye plein de trucs. Alors, j'en viens même à essayer ce que je fais jamais, mais même des métaphores. Je fais des métaphores. C'est rare quand je fasse des métaphores parce que ça me gonfle, mais là, je fais des métaphores. Bon. Et je lui dis, alors ça va mieux? Non. Bon, je lui dis, écoutez, vous savez, je lui dis, vous savez, je ne suis pas Dieu non plus. Il doit y avoir quelque chose de très caché dans ces crises de panique chez vous. Alors déjà, alors dans ma tête, tous les, toutes les théories un peu à la mort moelleux qui défilent, notamment peut-être qu'il est homosexuel et que quand il voit ses élèves et que, enfin, tout ce que tu peux imaginer qu'on découvre en psychanalyse ou quand on fait un petit peu de psychopathologie et tout. Et bon, rien ne marche. Bon. Et alors, tu vois, c'est bizarre comme la vie est faite, quoi. Je rentre chez moi et je me dis quand même, oh, c'est terrible quand même. Je vois pas la lumière là, je vois pas la lumière. Et puis je prends un bouquin qui est vraiment mon bouquin de chevet en me disant ça va me détendre, je vais lire un peu de ça. C'est un bouquin que je lis depuis 25 ans. Non, qu'est-ce que je raconte? 35 ans. 35 ans, je lis ce bouquin et je lis une page tous les soirs. Mais quand j'ai fini, je recommence, hein. Alors comme c'est un énorme pavé, ben, ça me calme et puis ça me permet de m'endormir. Alors c'est un bouquin dont je parle souvent, qui a été fait par un sage hindou qui vendait des cigarettes à Bombay. Et il y a un Américain qui lui est tombé dessus dans les années 72, tu vois, où c'était vraiment la mode, et qui lui a dit, mais vous êtes un vrai maître, je vais noter tout ce que vous dites et tout. Et alors, il enseignait. Et alors au début, il y avait 20 personnes, après il y a eu 300 personnes, après, un peu comme les écoles d'hypnose. Après, la rue était pleine. Et il faut dire que le bouquin est décoiffant, hein. C'est vraiment quelque chose de très fort. Bon. C'est un bouquin qui s'appelle Je suis. Alors, je ne vous dirai pas le nom du gars parce qu'il est imprononçable. À chaque fois que j'en parle, à part les initiés comme Franck Maya ou d'autres,
Les gens me disent oui, il s'appelle Sri Sigadananda Maharaj, mais on s'en fout, hein, c'est pas le but de la chose. Le but de la chose, c'est que je tombe sur une phrase qui me transporte un peu personnellement. Le gars, l'Américain lui dit mais enfin maître, notre vie est très dure parce que nous allons mourir. Et en fait, finalement, tout ce qu'on fait, c'est pour oublier que nous allons mourir. Bon, le gars, vous l'avez compris, le gars, l'Américain, était pénétré par cette peur de mourir. Et donc là, et je lis une phrase qui est mais vous ne pouvez pas mourir parce que vous n'êtes pas né. Alors ça a l'air complètement. Tu mets ça à la télé et tout, les gens se disent il est fou le mec. Non. Mais quand tu réfléchis profondément, même en transe, tu t'aperçois, tu te mets en transe et tu réfléchis à cette phrase, vous ne pouvez pas mourir parce que vous n'êtes pas né, ça prend un sacré sens. Et ceux qui nous écoutent, je vous invite à le faire, c'est-à-dire à vous mettre vous-même en transe et à réfléchir à la phrase vous ne pouvez pas mourir parce que vous n'êtes pas né. Bon. Alors, j'arrive à la 10e ou 11e séance, je le mets en transe. Non, avant, je discute avec lui en disant mais finalement, ce qu'on a vu, c'est que ce qui vous amène dans ces moments épouvantables que vous vivez, c'est au fond la peur de la mort. Ah oui, oui, vous avez raison. Vous avez raison, ça m'a hanté toute ma vie parce que mon père, ceci, enfin, bon, il avait eu un trauma en voyant quelqu'un de sa famille mourir, un truc comme ça. Je le mets en transe très profonde et c'était facile parce qu'il descendait, mais à une vitesse terrible. Et je lui dis, écoutez-moi bien, écoutez-moi avec attention. Ça, c'est un truc qu'Erickson faisait, ou je ne sais plus quel hypnotiseur, mais écoutez-moi avec attention. Et là, je parlais vraiment à ce qu'on peut appeler entre nous l'inconscient. Hein. Bon. Je dis bien ce qu'on peut appeler parce que c'est un nom. Moi, pour moi, le mot inconscient ne veut pas dire grand-chose, dans le sens où c'est tout sauf inconscient. Mais enfin, bon. Bref, je parle à l'intérieur, comme ça. J'ai des façons de parler à l'intérieur. C'est purement intuitif. Et je dis, écoutez-moi avec attention. Vous ne pouvez pas mourir parce que vous n'êtes pas né. Et là, très content de moi, je ramène le truc et je me dis, et je prie pour que. Bon. Il revient, il me dit, écoutez, je me souviens de rien, mais c'est comme d'habitude, quoi. Je me sens ni mieux ni mal. Bon, je le vois partir un peu penaud et tout. 3 jours après, j'ai un coup de fil de sa femme. Monsieur Goldschmidt. Alors elle disait, monsieur, oh là. Non, docteur, c'est encore mieux. J'adore quand on m'appelle docteur, je suis docteur de rien du tout. Docteur Goldschmidt, qu'est-ce que vous avez dit à mon mari? J'ai dit, je ne sais pas, j'ai fait ma séance comme. Parce qu'il ne se souvient pas, ça l'obsède, mais je voulais vous dire, ça fait un moment qu'il a eu aucune crise de panique. C'est très bizarre. Je lui dis, mais écoutez, décrivez-moi ça, ça m'intéresse beaucoup. Bah écoutez, il sifflote toute la journée, il s'en rend pas compte lui-même. Quand je lui pose la question, il me dit qu'il va pas mieux ni mal, que bon, mais moi je le sens complètement différent. Je lui dis, écoutez, rappelez-moi dans 15 jours, parce qu'il faut quand même laisser du temps hein, avant de conclure. 15 jours après, il m'appelle et il me dit, je voulais vous remercier, je me souviendrai toujours du ton de sa voix. J'ai un peu pincé comme ça parce que les gens, ils n'aiment pas beaucoup quand ce genre de miracle arrive parce qu'ils ont l'impression qu'on les a dépossédés de leur volonté. D'ailleurs, Erickson, il avait un truc dans ces cas-là, il faisait toujours croire aux clients que c'était grâce à lui. Mais d'ailleurs, c'est grâce à lui. Mais enfin, que ce qu'il faisait n'avait pas d'influence sur la manière dont il se sentait, etc. Bon. Et alors il me dit, écoutez, je dois admettre, c'est ma femme qui me demande de vous appeler, que je vais beaucoup mieux. Mais je lui dis quoi? Qu'est-ce que vous entendez par moi? Ah ben j'ai plus aucune crise du tout. D'ailleurs, je me souviens plus de ce que pouvaient être mes crises de panique. Bon. Voilà. Alors ça m'a marqué cette histoire parce que bon, il y a un côté un peu transcendantal là-dedans. Hein. On peut se poser la question. Vous ne pouvez pas mourir parce que vous n'êtes pas né. J'ai pas conclu, mais c'est vrai que ça a été un moment fort. Et j'ai des nouvelles relativement souvent parce qu'il m'envoie du monde. Donc je demande à chaque fois. Et là maintenant, ça fait 5-6 ans de ça. Hein. Et à chaque fois, je demande des nouvelles de lui, comment va X, et on me répond, mais très très bien. Il va très très bien.
c'est fini, son truc est terminé. Il chante la Traviata sous sa douche et il va très bien. Bon, voilà, ça, c'est un cas qui m'a quand même interpellé, hein, voilà. Oui. Donc ça, c'est une phrase à noter. La phrase magique. C'est une phrase à noter, ouais, je suis d'accord. Mm. Mais dans ce bouquin, il y a d'autres phrases comme ça. Là, on parle d'hypnose directe, mais c'est vraiment direct, là, hein. Ouais. C'est très direct. Je ne sais Mm. plus si tu as donné le nom du bouquin. Attends, excuse-moi, là, j'ai eu une coupure. Vas-y, recommence. Je ne sais pas si tu as donné le nom du bouquin. Si, le bouquin s'appelle Je suis. Je suis. Je D'accord. suis Nisargadatta Sri Nisargadatta Maharaj. C'est le nom Ah oui. du maître. C'est un bouquin qui a 40 ans, Mhm. voire plus, hein. Ah, Il est disponible en PDF sur Internet, hein. Mais si quelqu'un le veut absolument, j'en ai, hein. J'ai le PDF, donc ils me mettent un petit mail, je lui envoie, hein. C'est un truc qui fait quand même bien ça, hein, quand même, hein. oui, c'est le pavé. Ah oui, 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 oui. Oui, oui. Yes. Bon, en tout cas, je te remercie pour ce partage d'expérience et cette phrase magique que tout le monde s'est empressé de noter. Bien. Ah là là. Oui, mais là, tu me disais qu'Erickson avait l'art de faire croire aux gens que ça venait d'eux. Il faut aussi remettre les choses dans le contexte parce qu'à l'époque, il n'avait pas le droit de pratiquer l'hypnose. Ah oui. Il y a ça aussi, et je pense Oui, mais que en tant que médecin, quand même, il était psychiatre, hein. ouais, mais je crois qu'il y avait des lois comme quoi l'hypnose était mal vue au niveau Mm, à mm. l'époque, au niveau de la médecine. Là, c'est comme Caicedo, hein. Caicedo pratiquait l'hypnose, mais après la guerre, l'hypnose a été interdite et il a eu l'ingénieuse idée de faire une auto-hypnose dirigée en rajoutant d'autres choses, bien sûr, qu'il a appelé sophrologie. Et ça, c'était super pour sa survie. Tout à Donc, fait, tout à fait. là aussi, l'hypnose à l'époque, d'après ce que j'ai entendu, était assez mal vue. Et et j'ai eu d'autres sources aussi par rapport à Ericsson, un peu plus underground, mais ça serait à vérifier. D'un ami militaire, comme quoi Ericsson, à l'époque, a été concerté pour le projet, le fameux projet MK Ultra. Mais ça a été plus ou moins passé au silence. Donc, C'était quoi ce projet-là? le MK Ultra, c'est compliqué. J'ai pas le projet exact en tête, mais c'était basé sur le comment manipuler les masses et je vais pas dire en faire des zombies, mais Mm. pouvoir les amener où on voulait. D'accord. Voilà, c'était développé par les services secrets américains. Il y a eu pas mal de choses. Il y a eu des documents qui ont été déclassifiés, d'autres qui sont encore tenus secrets. Mais apparemment, c'était pas très joli, joli. Ils en parlent. Là, j'ai partagé dans le groupe Hypnose Underground un documentaire que vous pouvez retrouver aussi, qui s'appelle euh, ça y est, je sais plus, mais ça parle du village, d'un village français qui a été, comment dire, un laboratoire vivant par la CIA, où là ils ont retrouvé des documents comme quoi, oui, il y a eu des effets, des tests de différents, comment dire, produits, et les gens n'étaient pas au courant. Et un peu plus loin, justement, dans ce documentaire, il parle juste, j'allais redire justement, des, de toutes les comment dire, expériences qu'ont fait à cette époque-là les Américains sur les humains et de façon consentante ou non consentante ou non consentie, on va dire plutôt. C'est Mm. un peu flippant quand même
de savoir qu'on peut faire sur des gens des expériences sans leur consentement. Et il parle justement du projet MKUltra, entre autres. C'est intéressant, il y a beaucoup ça a vraiment bien été documenté, et aussi bien par justement des documents déclassifiés, que des photos d'archives, que même des vidéos d'archives, et ça fait un peu froid dans le dos. Mais bon, après, est-ce que ce genre de projets sont toujours au goût du jour? Très bonne question. Les complotistes diront oui, les autres diront non. Qui dit la vérité? Bonne question. Oh, de toute façon, il y a toujours une paranoïa ambiante, hein, et des gens qui adorent ça, en fait. Il faut Bien bien sûr. reconnaître qu'il y a des gens qui se nourrissent de paranoïa Internet bruit de sites comme ça. Mais personnellement, mais ça c'est un avis tout à fait personnel, comme j'ai eu la chance dans ma vie de fréquenter pas mal de gens et notamment quelques hommes politiques à haut niveau, je doute un petit peu de tous ces... Alors, qu'il y ait des choses qu'on ne sait pas, bien sûr, ça c'est évident, à tous les niveaux, à commencer par ce virus de merde là. Bon, mais bon, les thèses complotistes, moi Alors, je donne là, pas là-dedans. Je donne alors, pas le là-dedans. documentaire en question n'est pas un documentaire complotiste. C'est passé sur France 3, ça a été validé par différents historiens. Là, c'est du concret, concret, quoi. Oui, non, mais c'est possible. Notamment, on a dit ça en Afrique pour les tests de médicaments, et ça, par contre, c'était vrai. Ça, il y a des grandes enseignes que je ne citerai pas, mais notamment une enseigne française importante qui s'est servie de population africaine pour faire des tests sur les médicaments. Ça, c'est sûr. Donc, je nuance ce que Oui, j'ai dit en disant qu'il y a eu des choses comme ça. Dire que c'est constant. oui, oui. Là dans ce documentaire, à un moment donné, le mot hypnose est bien cité Ouais. comme il faut. Revenons à nos moutons, l'hypnose, l'hypnothérapie, l'aide à la personne. Parce que comme je dis, l'hypnose est un outil. Il peut servir aussi bien pour construire une belle maison comme un marteau ou fracasser la tête de l'autre. Nous, notre choix, c'est de pouvoir aider l'autre, utiliser cet outil formidable, cet outil transformationnel pour pouvoir aider au mieux l'autre. Et justement, tiens, j'ai une question à te poser. On est d'accord que pour tout thérapeute, hypnothérapeute ou même thérapeute, avoir des connaissances en psychopathologie est important. Maintenant, quand un client vient te voir, des fois, ça ne se voit pas spécialement qu'il y a une pathologie derrière. Et est-ce qu'il t'est arrivé de te rendre compte au bout de quelques séances qu'une personne avait une pathologie ou à chaque fois, t'en es rendu compte dès les 10 premières minutes? Ah, si je te dis que je m'en suis rendu compte dès les 10 premières minutes, ça fait très, t'inquiète pas mon petit gars, je sais ce que je fais, etc. Et je suis très fort. Mais oui, une vraie pathologie, parce qu'on est tous malades, hein. Oui, oui. Il n'y a pas un être humain qui n'est pas malade quelque part. Mais une pathologie lourde, oui, normalement tu la vois tout de suite. Oui, tu la vois tout de suite. Dans certains, comment dire, par exemple dans la façon de parler, une certaine rigidité dans les idées. Enfin, il y a plein de choses. Par exemple, la psychose, si tu t'en rends pas compte rapidement, c'est qu'il vaut mieux que tu changes de métier parce que la psychose, il y a une sorte de fermeté, l'impossibilité de discuter avec un psychotique. Parce que de toute façon, c'est toi qui as tort. Bien sûr. Et les psychotiques sont souvent extrêmement intelligents, d'une grande intelligence. Mais tu ne peux pas discuter. Donc déjà, il y a cette espèce de rigueur, de froideur,
Il n'y a pas, y a pas d'humanité chez un psychotique, hein. Il est dans son monde et c'est tout. Bon. Euh, bon, les gros névrosés, ça c'est encore autre chose, parce que les gros névrosés, tu les rencontres dans la rue tout le temps. Ou quand tu vas, quand tu vas à des symposiums d'hypnose, il n'y a que ça. C'est-à-dire, tu peux pas. euh, Ah, je vais me faire que des copains là. Euh, Quand tu vas dans une conférence sur l'hypnose, il n'y a que des gros névrosés. Enfin, je veux dire, ils sont tous mégalos. Ils vont tous te raconter que c'est les meilleurs, bien sûr. Bon, c'est vrai, le milieu d'hypnose sécrète énormément alors, sécrète pas de maladie mentale, mais attire énormément les gens qui ont des pathologies. C'est évident. Bon, besoin de puissance, besoin de pouvoir. Toutes les femmes sont à moi. Enfin, on connaît ça quand même. Bon. Euh, bon, excuse-moi, Là, j'ai rien pris avant l'interview. Tiens, je suis sûr que là, tu te marres parce que tu as en tête des personnages qui apparaissent. bien sûr, je n'ai que ça. Mais c'est plutôt, enfin, quand on voit les choses de l'extérieur et qu'on n'a pas à s'y confronter, c'est plutôt rigolo. Moi, j'ai eu ça quand j'étais dans le showbiz, quoi. La plupart des gens qui travaillent dans le showbiz, ils ont un pet au casque, quoi. Les artistes aussi, mais il y a un côté merveilleux quand même dans ce milieu, parce qu'il y a la musique qui les réunit. L'hypnose, c'est moins évident. Bon, cela dit, on ne parle pas de ça, on parle de pathologies psychiatriques lourdes. Alors, oui, la plupart du temps, je me méfie, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Maintenant, te dire que je mets tout de suite une étiquette, non. J'envoie chez le psychiatre, lequel d'ailleurs. Mon psychiatre, il est très très bon, mon psychiatre référent, et il ne va pas mettre non plus d'étiquette. Il va me dire, écoute, attendons, je veux le voir 3-4 fois avant de... Mais oui, oui, malheureusement pour ces personnes qui souffrent énormément, une pathologie psychiatrique lourde, ça se voit. Oui. Alors maintenant, qu'il y ait des cours de psychopathologie à partir du moment où on reçoit du public, alors là, je trouve ça absolument indispensable. Indispensable. Parce que continuer à travailler avec un psychotique, l'hypnose lui apportera pas grand-chose. Ou alors, il faut que ça soit fait par un psychiatre, les séances. Mais sinon, au niveau du risque, il peut faire une décompensation psychotique dans ton bureau. Bon, une décompensation psychotique, c'est pas la fin du monde non plus, hein, aussi, mais ça arrive. Hein, ou hein. du harcèlement aussi. Aussi, il peut commencer à te harceler, oui. Mm. Alors, si elle est très jolie, bon, on fait avec. Bon, mais si c'est un vieux de 65 ans avec un couteau, ça c'est plus gênant quand même. Hein. C'est Ouais. plus Non, gênant. tu as raison. Ça t'est arrivé? Ça t'est arrivé? De, euh, oui, oui, c'est le genre de choses qui m'est déjà arrivé. Donc, Mm. je sais. Mais je sais aussi qu'il y a certains psychotiques qui cachent vraiment bien leur jeu et qui vont te raconter leur histoire au sens figuré et propre, simplement pour que tu valides cette histoire qui est leur propre imagination, et après essayer de travailler là-dessus. Et bien sûr, des fois, tu te rends compte que ben non, ça colle pas du tout. Oui, c'est Mais ça. bon, Il y a un moment où dans le discours, il y a quelque chose. ah oui, oui. Voilà. C'est Jung qui disait que tout le monde est malade. On est tous Oui, entre la névrose et la oui. psychose, et on se balade sur cette belle ligne. Yes. Et Oui, oui. oui, oui, oui. Mais bon, allez, quelle heure est-il? Parce que je sais que les minutes sont comptées. 21h59. Donc il va être 22h. Oui, bah, il y a 56 personnes quand même qui écoutent là. Il y a 56 personnes, comme quoi Oui. hein, les vieux sont de temps en temps écoutés, finalement. Il y a 56 personnes que je viens d'insulter gravement. Voilà. Ça réjouit mon pauvre cœur en les traitant de dingue. Est-ce que tu as encore un peu de temps ou on s'arrête là? Est-ce que d'ailleurs, est-ce que les gens
Est-ce que nos visiteurs ont des questions à poser à Daniel? Et à Rémi. Oui, oui aussi. Bah Et oui. ce soir, c'est toi l'invité, mon cher Daniel. Oui, oui, on s'en fout un peu, hein, franchement. Hop, Je hop, bah sais là, même pour le pas moment, comment. voilà, y a pas spécialement de questions. Maintenant, il y a la, comment dire, il y a les 20 secondes, les 20-30 secondes de décalage que tu peux voir hein, sur ton écran aussi, hein, c'est énorme. Ouais. Attendons un Bien, peu. bah on va peut-être s'arrêter là. Est-ce qu'il y avait quelque chose dont tu voulais parler, Daniel, spécialement ou pas du tout? Oui, il y avait une seule chose qui m'intéresse et je voulais avoir ton opinion Ah, je t'en prie. et l'opinion éventuellement de nos chers auditeurs. Mhm. C'est la définition que donne Antoine Bioy, la nouvelle définition, parce qu'il en a donné plusieurs, de l'hypnose. Je la trouve très intéressante, mais pas obligatoirement très facile à comprendre pour le commun des mortels, mais très intéressante parce que euh, il en avait une avant qui était intéressante, c'était que l'hypnose était un placebo structuré. J'avais Oui. trouvé la formule très intéressante, mais là il en a une autre que je trouve encore plus intéressante. Donc si ça ne te dérange pas, je vais la lire, Ah oui, je t'en prie. hein, et puis tu me diras ce que tu en penses. Mhm, avec plaisir. Voilà. Alors, nous définissons la transe, alors j'y vais doucement, hein. Nous définissons la transe comme un état de conscience qui se trouve provisoirement modifié par un élément de contexte qui s'impose à une personne et qui vient modifier soudainement la perception que cette personne a de la réalité. Cette modification est perçue par le sujet comme inhabituelle en nature ou en intensité. Elle peut être le fait soit d'un événement particulier inattendu, comme la survenue d'un incident ou d'un accident, ou être le fait d'un événement anticipé ritualisé, comme une rencontre thérapeutique impliquant une pratique telle que l'hypnose. La transe est un état de conscience modifié qui inclut un élément de brusquerie. Alors ça, je sais, Rémi, que ça va te plaire, ça. Autrement dit, un événement qui fait perdre les points de repère habituels du sujet en bousculant ses sens, sa façon de percevoir la réalité, le plongeant dans un ressenti inhabituel, atypique et transitoire. Cet événement peut être soudain ou anticipé, unique ou répété, relevé de circonstances normales ou pathologiques. Dans tous les cas, c'est le sujet lui-même qui peut décrire l'état de transe dans lequel il est plongé. Bioy, Antoine Bioy, 2021. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas mal, hein? Oui, c'est pas mal. Maintenant, il y a plein de points. Il faudrait vraiment se poser dessus et réfléchir sur la question. Euh, ça reprend un peu des choses que j'avais lues, il me semble, de Bandler. Euh, Où quelque part, il me semble que c'était un truc du style euh, faire perdre les repères à une personne pour qu'elle puisse s'en recréer de nouvelles, de Oui, nouveau. c'est ça, Et oui. Oui, oui. ça reprend un peu ça. Maintenant, à mon sens, pour moi, comme je l'explique et que je l'ai expliqué à plusieurs reprises sur Underground, l'hypnose est une façon de contourner les firewalls du cerveau pour aller directement au disque dur. Euh, on reprend un peu l'idée de conscient, esprit critique, inconscient. Et dès que tu as accès à ce disque dur, tu peux reprogrammer, tu peux faire différentes choses euh, beaucoup plus facilement. Maintenant, est-ce que ça rentre dans le cadre de cette définition? Très bonne question. Là, il ne parle pas du tout d'inconscient, mais il y a quelque chose, moi, qui m'interpelle dans cette définition, c'est la notion de brusquerie.
Alors, la brusquerie, ce qui est intéressant dans la brusquerie, et c'est ce que j'enseigne aussi dans les inductions instantanées, hein, et Mhm. hyper instantanées, euh, je leur apprends justement à éviter d'être violents parce qu'on voit souvent des gens qui vont être violents dans leurs inductions en tirant le bras ou autre très fortement parce que justement ils ont peur que ça passe pas. Et ils vont passer par le côté kinesthésique pour imposer la chose. Maintenant, on sait que, on sait que, ça y est, on va me dire oui, mais tu, t'es pas précis, c'est qui ont, etc., etc. Bon, on va passer ça. Je vais garder cette phrase. On sait que les anciens mettaient aussi euh, la fascination et l'état, ça y est, j'ai oublié le nom, de sidération Mhm. en avant par rapport à l'hypnose. La sidération fait partie de ce qui peut rentrer une personne sous hypnose. Et donc, il y avait des techniques aussi très brusques qui permettaient de créer cette sidération et faire en sorte que le cerveau puisse créer. Quand on dit que l'hypnose est avant tout de l'auto-hypnose, je ne suis pas spécialement d'accord parce qu'une rupture de pattern, c'est bien l'hypnothérapeute qui va créer enfin l'hypnotiseur ou l'hypnothérapeute qui va créer cette rupture pour pouvoir introduire la commande. Et tu as vu que j'ai pas parlé de suggestion, j'ai parlé de commande Mhm. qu'il veut faire valider. Donc, oui, le fait qu'il parle comment dire, de brusquerie, ça m'étonne pas beaucoup, parce que oui, ça peut rentrer dans l'hypnose et dans différentes choses. Bien qu'on peut faire des ruptures de pattern de façon douce, avec un petit choc, mais un petit choc qui va traverser tout le corps et qui va perturber le système de la personne. Ça, c'est sûr. Donc, oui, il faudrait vraiment décomposer parce que la définition est un peu. Il y a une dizaine de phrases, il me semble. Donc, il Ah oui, faut. oui, elle est très riche, hein. C'est pour ça qu'elle, je la trouve très, très intéressante. Et si tu peux me l'envoyer, que je la regarde Oui, de plus près, oui, oui. je te dirai ce que j'en pense. Ok. Il y a une question de Slavko qui est quelle question ne vous attends quelle question ne vous a-t-on jamais posée et que vous auriez aimé que l'on vous pose? Oui, Euh, bah justement celle-là, c'est cette question-là qu'on nous a jamais posée et que l'on aurait aimé que l'on nous pose. Et toi, Daniel? Oui, mais laquelle? Laquelle? Ah oui, non mais Que... Bah vas-y, réponds, Rémi, ça ah ben moi m'intéresse. j'ai aucune quelle question on ne m'a jamais posée et que j'aurais aimé que l'on me pose. Je ne sais pas du tout, mais c'est très non non, je pense qu'il a voulu nous confusionner et c'est un Non, petit non, je crois pas. Non, non non, non. je crois qu'il y a. Non, non, c'est une bonne question. C'est vrai que à chaque fois que quelqu'un se prête à ce mécanisme d'interview, qui est d'ailleurs finalement, on devrait casser ça et mettre autre chose à la place. Mais bon, on lui pose des tas de questions, et puis il y a la question qui le fait vibrer, et d'un seul coup on sent qu'il s'anime et qu'il est très prolixe, il en parle. Voilà, alors c'est ce type de question. Qu'est-ce qui te fait Et vibrer, tu dois Daniel? bien avoir une question, toi, bon, Au qui te niveau brûle les lèvres, l'hypnose, mais qu'on t'a jamais posé, quoi. Non. quelle est la question qu'on ne m'a jamais posée que j'aimerais qu'on me pose? Bonne question. Franchement, je sais pas. Mhm. Bah déjà, j'aimerais qu'on me pose des questions. Bah, il faut que je te fasse ton interview, Ah alors. ben Hein. voilà. Ouais. Ah, ça, Ça c'est sera une idée la qui est prochaine, bonne. la prochaine émission qu'on fera ensemble. Yes, avec plaisir.
Non, moi, la question que j'aimerais qu'on me pose, c'est est-ce que l'hypnose. Ah ben, je sais qu'en plus, c'est un sujet très important pour Rémi. Est-ce que l'hypnose peut déclencher chez les dames un intérêt soudain? Ça m'a tout. Je me demande d'ailleurs si je ne me suis pas arrivé à l'hypnose à cause de ça, en fait. Parce que Ah, comme je suis pas très grand, je- on fait tous des complexes à un moment donné. Donc peut-être que je suis arrivé à l'hypnose en me disant, ah là, je vais compenser mon manque de centimètres par un maximum de puissance potentielle. Mais euh, pour être sérieux, ça c'est une question très intéressante. Est-ce que l'hypnose, parce que j'ai vu à une époque que tu avais fait des vidéos très intéressantes, Rémi, sur ce mais genre c'est de pas problème. fini. Hein, ouais. Mon cher Daniel, c'est pas fini parce qu'on a ouvert le site hypnoorgasme.com. Oh yes! Et oui, oui, Yes! oui, on l'a ouvert. Et là, on attend la réponse de notre avocat pour avoir les contrats et autres. Et on va faire des tournages, on va faire tout un tas de choses qui va parler de l'hypnorgasme, mais aussi de la sexualité en général. Parce que je trouve que on parle de plus en plus de sexualité, mais il y a plein d'infos qui ne sont pas présentes, et donc là on va faire des vidéos d'hypno-orgasme avec aussi bien des professionnels du milieu du X que des personnes qui ne connaissent pas du tout le milieu, pour leur faire vivre l'expérience et avoir les retours, et même faire des petits articles. Là on a fait quelque chose sur les femmes fontaines. Alors le site là pour le moment a un Oui. petit souci, on est en train de le réparer. Mhm. Mais voilà, j'avais fait une hypnose lors d'un salon à une femme fontaine euh, qui a légèrement inondé son siège. Et c'était aussi un moyen de faire un article pour faire mieux connaître ce phénomène et montrer qu'une femme qui est fontaine n'est pas un monstre, et pouvoir justement parler de cette chose-là. Donc, mais maintenant, mon cher Daniel, je peux te dire que l'illusionnisme est beaucoup mieux pour séduire que l'hypnose. Ah bon? Ben, Oui. je me suis trompé alors. Tu t'es trompé. Eh oui, Mhm. oui, oui, oui. Le côté magique a un pouvoir de séduction beaucoup plus fort que le côté hypnotique, qui peut avoir un côté inquiétant. C'est vrai. Et puis de prise de pouvoir. Oui, aussi. C'est pour ça que Effectivement. finalement, dans les cabinets d'hypnose, il se passe moins de choses que chez les psychanalystes ou chez les psychologues. Parce qu'il y a toujours cette hantise que peut avoir une femme que le vilain hypnotiseur utilise ses pouvoirs pour l'ensorceler et abuser d'elle. Ouais. Enfin, en tout Par- cas, moi, en ce qui me concerne, c'est pas tous les jours qu'on rigole dans ce sens-là. Hein. Mhm. D'ailleurs, parce que je ne le désire pas, et ensuite parce que c'est sur un autre plan, l'hypnose. C'est quelque chose qui se fait. Bon, maintenant, effectivement, ça peut réveiller certaines libidos aussi, oui, il ne faut pas Mhm. le nier, mais enfin, pas plus que la psychanalyse et son fameux transfert. Voilà, dès qu'il y a une intimité entre deux personnes et qu'on parle de choses très intimes, ça met dans une bulle et ça peut, oui, ça peut. Il y a eu de très bons bouquins là-dessus, hein, sur ce genre de choses dans les cabinets, et notamment à l'époque de Freud ou de Freud et Jung. Hein. Mhm. Bon, on va sortir de Alors, oui, on sort sujet. Ouais, 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 ouais. de ça. Par contre, Non. ça me fait penser que lors de conférences, ce qui est amusant, que ce soit conférence ou spectacle, et même en cabinet, j'ai remarqué que les femmes sont beaucoup plus téméraires que les hommes. Ah ouais, 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 oui. Alors, c'est un hasard, mais j'ai essayé de savoir pourquoi.
Et en fait, justement, l'homme a peur de cette prise de pouvoir, le fait d'un seul coup se sentir dominé. Et par contre, dans la tête de la femme en général, c'est même pas là, cette question de domination ou de dominance, si on peut appeler ça comme ça. C'est plus la curiosité de vivre l'expérience. Mhm. Tu veux dire de vivre une expérience sexuelle dans le cadre Non, 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 hypnotique? non, 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 Non. non, non, non. Ah, pardon. Dans l'hypnose en général. Voilà, ah L'hypnose oui, en non, général. là je D'accord. te parle, non, 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 rien à voir. D'accord. Là, je te parle de conférences et de spectacles et autres. Voilà, D'accord. c'est D'accord. vivre l'expérience, même s'il y a du monde autour d'elle et autres. À aucun moment, elle va avoir l'impression d'être, comment dire, minimisée et autres. Elle veut vivre l'expérience, point. Alors que l'homme, lui, va avoir souvent des préjugés en disant oui, mais si je monte sur scène, que ce soit pour une conférence ou pour un spectacle, qu'est-ce qui va se faire? Est-ce que je vais paraître ridicule ou pas? Alors que non, pour les femmes, c'est vraiment... Alors, pas toutes, hein, bien sûr, chaque personne est différente, mais j'ai remarqué que quand je fais une conférence publique, quand je demande des volontaires, ben, en grande majorité, c'est la jante féminine qui monte sur scène et qui veut tenter l'expérience. Et c'est peut-être ton charme puissant, ça. C'est peut-être inhérent à ta personnalité, ça. Ben, Hein. je sais pas, non, je sais pas. Je pense qu'elles sont beaucoup plus curieuses et c'est tout à leur honneur parce que et d'ailleurs on voit hein, même quand tu vas dans un salon du bien-être et autres, tu as souvent beaucoup plus de jantes féminines que d'hommes. Alors que c'est bien Hmm. dommage. Oui. Alors, Non, mais il y a quelques les femmes, ça questions. les attire plus que. Non, c'est vrai, c'est vrai. Il y a un côté un peu plus émotionnel et irrationnel chez la femme que chez certains hommes. Voilà. C'est évident. Et Hein, c'est tout à leur honneur, hein. C'est pour et ça tout qu'on à les leur aime. honneur, oui, tout à fait. Il y a quelques questions, et là j'ai une, deux, trois questions, et on va s'arrêter là, si Ouais. tu le veux bien, parce que Ah je bah oui. sais qu'après tu es occupé, tu as plein de choses à faire. Marc Grosjean, mais jusqu'à quelle limite vous avez poussé l'hypnose, en thérapie ou en privé? Quelle limite? Ouais, quelles sont les limites? Mais je crois qu'il n'y a pas de limite en fait. Si, la limite c'est le fait d'être un être humain, de vivre sur la planète Terre et d'être soumis à des forces et des lois naturelles. Mais sinon, l'imaginaire, je pense que l'hypnose c'est aussi vaste que l'imaginaire. Lequel imaginaire est utile en hypnose au début, mais pas après. Quand on va en profondeur, l'imaginaire est moins important. Mais au départ, on peut aller très très loin en hypnose. On peut Oui, mais la avoir la question preuve, c'est c'est, qu'on peut aller dans les vies antérieures, blabla, avoir des contacts avec les anges, tout ce qu'on peut imaginer, on peut on peut le rendre concret, enfin concret. On le rendre palpable en hypnose, oui. oui, mais la Oui, question c'est jusqu'où avez-vous poussé vos expériences en hypnose? Ah oui, d'accord. Euh, Ah, il faudrait beaucoup plus de temps, il faudrait une heure pour en parler. non, mais je dois reconnaître, pour être tout à fait honnête, que j'ai jamais essayé de pousser quoi que ce soit. J'ai toujours fait mon travail le mieux possible. Essayer d'aider la personne, mais pas pousser. C'est pas mon truc, moi, les expériences. Euh, Si, la profondeur, oui, la profondeur, oui. L'hypnose profonde, c'est quelque chose que j'ai rencontré comme ça par hasard, et puis je m'y suis intéressé. Mais enfin, cela dit, l'hypnose profonde, ça a aussi ses limites. C'est-à-dire, une fois que la personne est dans un coma profond, il n'y a plus de son, plus d'image, tu ne peux plus faire grand-chose. Tu la laisses comme ça et puis tu attends qu'elle remonte un peu naturellement. Donc il faut pas non plus. Enfin, faut pas fantasmer non plus sur les. C'est bien de fantasmer dans la vie, ça met du piment, hein, mais faut pas trop fantasmer sur les choses. L'hypnose, c'est une possibilité naturelle du cerveau, de l'être humain, et je pense que
au même titre qu'on peut pousser les choses pour un être humain, le faire aller à 350 km/h sur une route ou l'envoyer sur la planète Mars, je pense que l'hypnose aussi, on peut faire des choses assez fortes. Mais je crois que toi, tu as fait beaucoup plus de choses comme ça que moi, hein, parce que je crois que toi, tu as poussé pas mal, hein, ouais, ouais. Comme je t'ai Surtout dit, je suis un homme sur de scène, terrain. enfin tout ça. Ouais. Je suis un homme de terrain et oui, Ouais, oui, j'ai poussé pas mal, ouais, ne serait-ce déjà avec l'hypnorgasme, ouais. puis des tests hein, sur justement est-ce que les techniques utilisées par les DIGAN et autres fonctionnent. Donc des tests sur le vol sous hypnose, sur jusqu'où on peut implanter une idée dans la tête de la personne et jusqu'où la personne peut aller. Oui, tout ça, c'est des choses que j'ai testées, que je teste encore. Et aujourd'hui, pour moi, beaucoup de choses qui sont enseignées dans certaines écoles sont des beaux, comment dire, entre guillemets, mensonges. Je dis entre guillemets parce que je sais que certains enseignants sont certains de la vérité des choses, puisque des écoles sont venues d'autres écoles, et comme on leur a enseigné comme ça, ils répètent sans avoir testé. Et comme je t'ai dit, je suis plus un homme de terrain et j'aime tester les choses, voir ce qui en est. Et je pense que je pourrais développer peut-être ça une autre fois parce que ça prendrait énormément, énormément de temps. Ouais, ouais, ouais. Alors, moi, j'ajouterais à ce que tu as dit, mais c'est très intéressant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au départ, j'étais venu te voir il y a très longtemps pour apprendre des choses de toi, notamment les inductions rapides, etc., que je connaissais pas. Et c'est vrai que ce côté-là, underground, tu l'as bien pratiqué, tu le possèdes bien. Moi, je dirais que la chose qui me semble le plus manifeste au bout de 25 ans d'hypnose, c'est le pouvoir de l'intention. Ça, oui, ça, je le teste de plus en plus en ce qui me concerne, sans même parler d'hypnose, hein, juste l'intention. Comme on apprend à mettre beaucoup d'intention dans ce qu'on fait, j'ai dit intention, pas attention, hein, intention, on devient, on finit par utiliser ce processus pour tout. C'est-à-dire, ça rentre dans nos vies, même sans y penser, c'est purement inconscient. Et on commence. Bon, je sais que quand je suis dans une queue, par exemple, à attendre au cinéma, enfin, ça fait longtemps que je ne suis pas allé à cause du virus, mais ou dans une banque et tout, je vais mettre énormément d'intention dans ma présence. Et effectivement, comme par hasard, la personne qui reçoit les gens va me dire, Monsieur, s'il vous plaît, oui, venez, venez, etc. Alors au début, je croyais que c'était mes cheveux blancs. Euh, que, il se disait ah le pauvre on va pas le faire et je me suis rendu compte que c'est vraiment le pouvoir de l'intention ou quand j'ai besoin par exemple de d'obtenir un prêt chez mon banquier ou une chose comme ça, c'est rare quand ils disent non, hein. Il y a une intention, mais après je m'en suis aperçu parce que c'est quelqu'un qui me l'a dit, qui m'a dit mais tu te rends pas compte quand tu veux un truc, tu dégages quelque chose et je m'en étais pas rendu compte. Alors ça oui, c'est moi, je trouve c'est très beau quand l'hypnose devient une seconde nature, en fait, et que à la limite, on n'y pense plus toute la journée, mais qu'elle a changé profondément quelque chose en nous. Ça, c'est magnifique. Alors, évidemment, il faut que ça soit positif, hein, bon. Et comme Rémi va le dire dans 5 minutes, parce que je sais comment il fonctionne, il va dire oui, mais des fois, c'est négatif. Oui. Ah non, 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 C'est- c'est- j'allais Non, mais développer, il y a des gens qui pratiquent l'hypnose sans même avoir jamais appris l'hypnose bien sûr. et pour dominer les autres, hein, pour dominer les autres, pour essayer de dominer. Ce qui n'est pas toujours ça marche pas toujours, mais il y a un besoin chez certaines personnes de dominer et ça, l'hypnose les attire. Donc effectivement, il y a des choses qu'il faut pas mettre entre toutes les mains. Ouais, c'est On vrai. le voit, hein, Christophe Rocancourt, Je entre sais pas qui autres, c'est. hein, qui a Ouais. fait des choses totalement folles et qui a fait un bouquin, qui est allé en prison et en ressortant, il a réussi à refaire la même chose alors que les gens étaient au courant. C'est fou, n'est-ce pas, quand même? Ah, je savais pas ça. Ah oui, oui, Ça- oui, il a refait. Donc là, on voit que le garçon avait développé de bonnes capacités. Et je te rejoins vis-à-vis de l'intention, parce que les anciens parlaient beaucoup d'intention. Mhm. Et aujourd'hui, dans nos formations, on forme aussi à travailler cette intention.
parce que c'est important. L'intention est quelque chose d'important. Et pour moi, un hypnotiseur sans intention va avoir une puissance hypnotique à 20%. Mm, L'intention est très, très, très importante. Ça, mm, c'est clair. Et c'est vrai que très peu d'écoles font des formations sur l'intention. Et qui est pour moi comme un muscle. Un mm, muscle invisible, mais un muscle qui se travaille, qui se développe. mm. Ok. Et il y a deux dernières questions. Euh, Pourquoi avez-vous choisi l'hypnose? Ah oui, ça c'est Patrick qui posait la question parce que je l'ai vu apparaître sur Facebook. Oui, Euh, exact. bah, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est elle qui m'a choisi, pour être honnête. Moi, je venais d'un autre métier qui était la musique et j'étais en rupture de banc, comme on dit, c'est-à-dire je me suis retrouvé, après une carrière assez importante, je me suis retrouvé complètement dans le... Parce que c'est des métiers comme ça où ça décroche d'un seul coup. C'est pas sur des années, c'est on te fait venir et puis on te dit bon bah vous faites plus l'affaire, vous avez vieilli, place aux jeunes et puis voilà c'est tout. Hein, il faut le savoir, c'est les règles du jeu. Je me suis bien amusé pendant 20 ans, mais après voilà c'est comme ça. Et je savais absolument pas ce que j'allais faire, donc je me suis dirigé vers la psychologie et j'ai fait d'ailleurs mes études aux frais des ascédiques. Et après, je me disais, oui, bon, tout ça, j'ai appris la psychologie, comment recevoir quelqu'un et on va dire psychologie analytique, c'est-à-dire blabla, 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 comme font beaucoup de psychologues. Hein. Et alors, racontez-moi et dites-moi. Et bon. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui est venu et qui m'a dit, vous savez, tout ça, c'est sans intérêt. Ce qui est intéressant, c'est l'hypnose. Je dis, ah bon, l'hypnose, c'est quoi l'hypnose? Comme au cinéma ou comme... Non, non, l'hypnose thérapeutique. Et il m'a donné un bouquin d'Erickson. J'ai commencé à lire. Et là, effectivement, j'ai quelque chose qui a vibré à l'intérieur. Et j'ai dit comment on peut en savoir plus. Et puis, bon, à l'époque, il y avait des formations absolument extraordinaires, même en France. Il y en avait aux États-Unis, en Angleterre, mais il y en avait en France. Donc, j'ai suivi trois, quatre formations. Et vraiment, non, mais quand je dis que l'hypnose est venue vers moi, j'ai vraiment senti que, une espèce d'appel comme ça, voilà, une voix dans la tête qui disait, voilà, c'est ton machin. Voilà, pas c'est ton machin, mais tu vas t'occuper de ça et tu finiras ta carrière professionnelle là-dessus. Donc j'ai pas, j'ai rien cherché en fait. Hein. C'est vraiment venu me prendre en fait. Et voilà, voilà comment je suis venu à l'hypnose au fond, Oui. à mon corps défendant, comme on dit. Hein. J'ai pas calculé, quoi. Voilà. Alors Rémi, Yes. je sais pas. Hein. Ah, moi, j'étais tout petit, déjà différent des autres enfants et rejeté par les autres enfants, seul dans la cour de récré. Il y avait Dominique Webb à la télévision, qui passait Mhm. chez Guy Lux à l'époque. Et un jour, je les entends parler de Dominique Webb et de l'hypnose. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai dit, moi, je sais faire. Et ils sont retournés et ils m'ont dit, c'est pas vrai, tu mens. Je fais, non, je sais faire. Et ils demandent à un camarade de se porter volontaire. Et j'ai reproduit ce que j'avais vu à la télé et le camarade est rentré sous hypnose. À l'époque, je pensais qu'il faisait semblant. Mais non, je me suis aperçu qu'il rentrait réellement sous hypnose et j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à l'hypnose, puis au paranormal en général, puisqu'à l'époque, l'hypnose était dans le domaine paranormal. Mhm. Ok. Et voilà, de fil en aiguille. Après, j'ai rencontré le docteur Marco Paré. J'ai été en 96 certifié hypnothérapeute par la NGH. Et j'ai continué mon cursus dans le domaine et dans le mentalisme qui est mon domaine de prédilection. Voilà, en deux mots. Yes, il y a une autre question. Deux dernières. Qu'est-ce qui est différent dans votre hypnose par rapport aux écoles? Tu veux que je réponde? Tu veux que je Ah réponde? bah oui, on va répondre tous les deux, hein. Qu'est-ce qui est différent par rapport aux écoles? Oui, dans notre hypnose. Euh,
je n'y pense pas. Je pense que ce qui est différent, c'est que je ne pense pas quand je travaille. C'est-à-dire que je fais un truc que j'appelle hypnose. Mais honnêtement, je ne sais absolument pas ce que je fais. Et il faut être honnête. Mais je pense qu'il n'y a pas que moi, hein. Je pense qu'au bout d'un certain temps, et ça c'est un problème de temps, hein, on oublie la technique qu'on manipule. On doit manipuler des techniques. Des fois, je reconnais des bouts de ça ou des bouts de ça, mais je suis moi-même dans une forme. Alors, j'aime pas le mot trans pour. Je suis dans une forme de non-pensée. Voilà. Il Euh, n'y a pas de pensée. alors, si je- Et donc, c'est cette hypnose-là que j'essaye de transmettre avec le peu de cours que je donne. C'est cette hypnose sans pensée, c'est-à-dire une hypnose parfaitement spontanée, en fait. alors, si je peux me permettre, Voilà. pour moi, une hypnose sans pensée, c'est ce que je fais, je pratique aussi. Euh, Ça devient un automatisme, mais aussi, je dirais, une hypnose dans le moment présent. Parce que Oui, quand c'est ça. tu es dans le moment présent, tu ne penses pas. Les choses viennent à toi et les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler. Donc, c'est de la présence et de l'hyper-présence qui te permet de créer, entre guillemets, l'hypnose que tu dois créer chez le client. Oui, non, mais justement, oui, non, mais c'est exactement ça. Et je pense que si on se remettait à penser, et ça a été mon problème lorsqu'on m'a demandé de faire des cours, donc j'ai bien été obligé de repenser à ce que je faisais, ou même là, actuellement avec des bouquins, euh, je sens que je descends un étage, quoi, il faut être honnête, hein. Je descends un étage pour me remettre à penser à ce que je fais, et il ne faut pas que je le fasse trop longtemps parce que c'est là où on court le danger de travailler comme si on sortait d'une école. Et moi, je pense que le grand problème, comme tu l'as dit très bien, Rémi, c'est qu'on ne leur apprend pas la force de l'intention. Ça, c'est vrai, c'est un gros problème dans les écoles et qu'on leur analyse trop ce qui se passe et on oublie de leur dire qu'il faut qu'ils arrêtent d'analyser eux-mêmes. Ils analysent une, deux, trois fois, ils analysent un peu avec le professeur et ensuite ils font. Et ça, les Américains, par exemple, savent très bien, ils font faire, c'est-à-dire peu de blabla et beaucoup de pratique. Et Mhm. au bout d'un certain temps, ben, c'est comme n'importe quel sport, hein, tu finis par le faire d'une façon intuitive, et c'est là où tu es le meilleur, en fait, hein. Voilà. Exact, exact. Je dirais le travail de l'intention, de la présence, et tout ça va développer aussi le charisme, et le charisme est aussi très important. Alors ça, le charisme, j'ai jamais su si j'avais du charisme ou pas, hein, pour être Oh, honnête. Bon, le charisme, je sais pas, enfin, c'est un truc qui me dépasse, le charisme. Et, euh, moi, il y a des hypnotiseurs que je trouve ridicules, mais eux, ils sont convaincus qu'ils ont énormément de charisme. on veut des noms, non, je plaisante. Je parle Allez, pas de toi, hein, je parle pas de toi, Rémi. et la dernière question. Ah, tu peux, ça me vexerait pas. Je sais qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas, et c'est leur choix, ça me dérange pas. Oh, je sais pas comment on peut faire pour pas t'aimer. Oh, vas-y, passe la Oh, crème, ça fait du bien. oh. Non, non, je sais, des gens ont eu la franchise de me le dire ouvertement et je les remercie, c'est très bien ainsi. La dernière question par Pierre de Clercq. Quelle est la différence qui existe en ce que nous faisons et que nous nommons hypnose? Est-ce que je vis la personne elle-même dans son processus personnel? Est-ce que je Euh, vis la personne ouais, je elle-même? vais la refaire. Je vais regarder quelle est la différence qui existe entre ce que nous faisons et que nous nommons hypnose. Est-ce que je vis la personne elle-même dans son processus personnel? Alors, il y a peut-être des fautes de correcteurs et autres. Euh, Euh, bon, déjà, là, je suis d'accord avec cette question, c'est qu'hypnose, c'est juste un mot, hein. En fait, on devrait parler de transe. L'hypnose est la transe occidentale, en fait. C'est-à-dire, en- en-
Dans la culture occidentale, le moment de transe s'appelle hypnose. Mais ailleurs, ça a un autre nom. En Afrique, ça s'appelle différemment. Ouais. En Asie, ça s'appelle différemment. C'est la transe qui est spécialement d'accord. importante. Mais bon, Hein? je suis pas spécialement d'accord. Pour moi, la transe, c'est encore autre chose. Oui, alors Mais je sais qu'il y a. Ouais, bon, là, on est parti pour la nuit. ah oui, on va Bon. s'arrêter là. Mais c'est dans le ce que j'ai pas compris, c'est la deuxième partie de la question. J'ai pas Alors, j'y compris. retourne. J'y retourne. La deuxième Vas-y. partie de la question est, hop, est-ce que je vis la personne elle-même dans son processus personnel? Il parle du patient, là, du client. Du client. Alors, il y a des choses qui ont dû t'arriver aussi, où tu es en train de faire les choses, tu as des informations qui t'arrivent par rapport au client. Tu sais pas si c'est vrai, tu les sors comme ça, et quand la personne te répond, elle te dit comment vous saviez ça. Oui, oui, il y a des processus comme ça qui se passent. Oui. Oui. Comme s'il y avait une connexion entre le sujet et l'hypnothérapeute lui-même. Oui, oui, il y a une intuition très forte, des deux côtés d'ailleurs, du côté du client et du côté du praticien. Il y a Alors, une intuition qui circule des deux côtés. L'intuition, c'est un élément qui est en train d'être très étudié par les psychologues, ainsi que d'ailleurs le chamanisme et puis ah les oui. trans exotiques, quoi. Il y a même un DU en préparation, ah non, pas en pré, oui, qui va commencer en novembre à Paris 8, sur les trans, uniquement sur les trans, suivi d'un DEU qui sera des ateliers à Paris 8 toujours, sur comment initier la transe et comment la pratiquer. Et il y aura la fameuse Corinne Sombron, qui est une chamane, qui a d'ailleurs inspiré un film et qui a écrit des bouquins, notamment La Diagonale de la Joie, que je vous conseille, qui est un très très bon bouquin qui vient de sortir. Parce que la joie, ça c'est une chose qui manque à notre système occidental. Et elle l'a trouvé en allant en Mongolie. Et donc, je ne sais plus ce que je disais. Je suis parti. Où est-ce que je voulais arriver? J'ai oublié. Alors, je vais rebondir sur quelque chose. Ouais. Une expérience qui m'a assez troublé. C'était la plus flagrante. J'en ai eu d'autres plus ou moins similaires, où une jeune femme est mise sous hypnose en cabinet et je mets en place un signaling. Et donc, je mets en place le oui, le non. Et ce qui était drôle, c'est qu'à un moment donné, je pense dans ma tête une question, je vais pour la lui dire, et avant même de la poser, ainsi, une réponse se met en route. Je pose quand même la question et la réponse est identique. Et ça, pendant toute la séance du début à la fin. Mhm. Quand je lui fais rouvrir les yeux, je lui ai dit, vous avez senti vos doigts bouger? Et elle m'a répondu, oui, je les ai sentis parce que j'entendais votre question dans ma tête avant que vous la posiez. Et c'était super surprenant parce que il y avait vraiment, il n'y a eu aucune erreur. À un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible. Donc, est-ce réellement une connexion? Est-ce un hasard? En tout cas, elle était certaine d'entendre ma voix dans sa tête avant que je pose la question et qu'elle puisse l'entendre par les oreilles. C'est assez surprenant. Alors, il y a des choses comme ça en laboratoire de psychologie qui ont été observées, notamment il y a le déjà vu, la Oui, notion de déjà vu. exact. Tu es dans un endroit et tu as l'impression que tu es déjà venu là. Mhm. Et voilà. C'est une impression curieuse d'ailleurs. Alors ça a été analysé et prouvé qu'il y avait des retournements de la perception qui se faisaient à ce moment-là dans le cerveau, soit parce que la personne était fatiguée, soit parce qu'elle avait pris trop de caféine, etc. Et ça maintenant,
on a compris le système le du déjà mécanisme. vu. Hein. C'est l'influx neuronal enfin, je suis pas neurologue, donc je vais dire des conneries. Mais enfin, grosso modo, c'est l'influx neuronal qui s'inverse. C'est-à-dire Oui, le système neuronal s'inverse pendant un court instant je- et après il faut reconstruire, le cerveau reconstruit de cette façon-là. j'avais lu comme quoi, Alors, en fait, normalement, dans le système normal, l'information arrive dans la mémoire à court terme, puis passe dans la mémoire à long terme. Et en mhm, fait, ce qui se passe là, c'est l'inverse. Ça saute la mémoire à court terme, peut-être dû à la fatigue et autres, ça passe directement dans la mémoire à long terme, et ça revient dans celle à court terme, ce qui va donner une impression de déjà vécu. c'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Pour résumer, c'est ça. Alors maintenant, cette sensation ou la réalité d'une voix dans la tête je- ça Moi, peut être moi, un truc comme ça, c'est-à-dire que la personne a l'impression qu'elle l'a pas entendu, mais en fait elle l'a entendu et elle a la sensation que d'abord elle l'a entendu de sa tête avant que tu prononces le mot. Mais ça peut être dû à l'hypnose qui peut inverser un certain nombre de processus alors, cérébraux. j'y ai pensé, mais dans ce C'est possible, cas-là, c'est possible. comment avoir la réponse avant même d'avoir ouvert la bouche? Et quand on ouvre la bouche, on a la même réponse et tout ça sur toute la longueur. C'est, Il faudrait, ouais. bah, Alors, je me suis posé alors, des questions quand même. Hein. alors, il y a effectivement des phénomènes qui ne sont pas expliqués. J'avais fait un atelier au Pays Basque qu'avait organisé Antoine Bioy sur justement ces choses un peu limites comme ça. C'était extrêmement intéressant. À la fin de l'atelier, on était capable effectivement de deviner ce qu'il y avait dans une enveloppe scellée et de décrire une photo. Alors évidemment pas avec des détails ni des précisions, mais d'une façon quand même suffisamment précise pour qu'on puisse dire, bah oui, c'est la photo qui est dans l'enveloppe. Et moi-même, je l'ai fait à quelqu'un et j'ai été même étonné d'y arriver. Donc, ce sont des facultés, je pense. On a tous des facultés de ce type. Ça reste à préciser sans tomber dans le Yuri Gellerisme. ou même dans le Darren Brown, les mentalistes arrivent à faire des trucs un peu incroyables, c'est vrai. Donc, je sais que tu travailles un peu sur le mentalisme. Euh, je ne sais pas, mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas des phénomènes comme ça. C'est évident qu'il y en a, ça c'est sûr. Maintenant, on a trop peur de trop en parler parce que scientifiquement, pour l'instant, euh, on a du mal à l'expliquer. En hypnose. Ce que nous faisons et ce que l'autre vit. Ben, on le guide, en fait, mais tout ce qu'on va lui dire ou tout ce qu'on va faire va être transformé par son cerveau. C'est-à-dire son cerveau va utiliser les objets mentaux qu'on lui donne pour en faire certainement quelque chose d'autre. Oui. Je ne pense pas du tout que Enfin, personnellement, ma conviction, c'est que le thérapeute ne dirige pas la personne. Il donne des informations, des suggestions, et le cerveau en fait ce qu'il veut. Ça, c'est mon opinion. On peut discuter aussi avec Rémi. Là, on n'est pas On peut... sorti parce que je pense que suivant les niveaux hypnotiques, on peut réellement prendre le contrôle et programmer différentes choses. Donc là, on ne parle plus de suggestion, on parle de programmation. Mais là, c'est un autre débat. Ok, Si ben, la personne s'y prête, d'une part, et d'autre part, il faut tout un contexte. Ça ne peut pas se faire comme ça en claquant dans les doigts, je pense. Il faut tout un contexte. Si tu peux arriver à me faire faire quelque chose que j'ai pas programmé moi de faire, on peut faire l'expérience la prochaine fois qu'on se parle en direct. Et puis voilà, on verra. Voilà. Mais pour l'instant, c'est le genre de défi que j'ai lancé à pas mal de gens et j'ai jamais eu la preuve d'un contrôle quelconque qu'ils avaient mis sur moi. alors sur toi, peut-être pas, parce que n'oublie pas aussi que tu es dans l'envers du décor.
Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est de prendre une personne lambda et de faire l'expérience. Et je pense que ça serait super intéressant. Je peux te dire que bah, si tu prends déjà les vols faits par les Digan ou les Samawi au Maroc, c'est de l'hypnose et les gens n'ont pas spécialement envie de donner leur montre, leur portefeuille et autres, et ils le font contre leur volonté. Donc, si tu Ouais, commences... je l'ai vu faire à Beaubourg, ça. J'ai vu une hypnose de rue où le gars se faisait remettre la montre de quelqu'un. Ça, je l'ai vu. Maintenant, le contexte, tout ça, je sais pas. Je je peux pas en D'accord. parler parce que je suis pas compétent là-dedans, hein, Ah oui. bon, peut-être. Mais le mentalisme aussi et l'illusionnisme aussi. Enfin, je veux dire, dès qu'on, comme le dit très bien Buoy, dès qu'on fait une brusquerie, on Mhm. peut effectivement arriver à influencer l'autre, ne serait-ce que 2 ou 3 secondes. Mais 2 ou 3 secondes, c'est suffisant pour subtiliser un portefeuille et tout. Mais sur le long terme, j'y crois pas. Je crois d'ailleurs toutes les expériences qui ont été tentées sur le long terme, il y a eu des expériences qui ont été faites dans les universités américaines sur l'hypnose, n'ont pas abouti. On a essayé de faire tuer, enfin de faire quelque. Il y a cette fameuse expérience, je ne sais plus en quelle année elle s'est faite, mais il y a longtemps, on a essayé de prouver qu'on pouvait, par l'hypnose, influencer quelqu'un pour qu'il aille tuer quelqu'un d'autre. Mhm. Effectivement, la personne est allée jusqu'à appuyer sur la gâchette, mais après, on a prouvé que quelque part, d'une façon inconsciente, la personne savait que le pistolet était euh, chargé à blanc. Alors, je ne suis pas spécialement d'accord avec ça, mais on ne va pas rentrer dans le débat. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que dans les pays anglo-saxons, je commence à bafouiller parce que je vais aller plus vite que la musique. Dans les pays anglo-saxons, ils ont repris la phrase que l'on connaît, on ne peut pas faire faire à l'autre quelque chose qu'il ne veut pas, mais ils ont rajouté maintenant, mais on peut lui faire croire qu'il a envie de le faire. Ouais, bon. Mais bon, on va Bon, pas écoute, rentrer. je suis très mauvais client là-dessus parce que ça m'intéresse pas. Moi, mon rôle, c'est Bien d'aider sûr. l'autre à aller mieux. Donc, ces histoires, moi, bon, la parapsychologie, tout ça, c'est intéressant. L'histoire ouais, bon, peut-être. Mais je veux dire, je vais pas en faire un débat Non, non, c'est sûr. parce que ça m'intéresse pas. J'ai aucune envie de me servir d'un quelconque pouvoir. J'ai pas ce Tout à besoin-là fait. personnel, quoi. Ouais. Je Non, suis pas assez mégalo, je dirais. Voilà. notre but est d'aider notre prochain et faire avancer le monde de l'hypnose. Dis-moi, il est 22h47. À la Ouais, bah, base, on va y c'était de aller, hein. 21h à 22h et tu Ouais. nous as accordé 47 minutes en plus. Ah non, mais ça, c'est avec plaisir, grand plaisir même. J'ai pas senti le temps passer en ta compagnie. Ah bah, Il n'y a aucun problème. moi Non, non mais par plus, contre, effectivement, on va avoir des yeux que de Chinois demain matin et c'est j'ai clair, des trucs à faire, effectivement. c'est clair. En tout cas, je te remercie pour cet échange. C'était très intéressant. Je pense que les auditeurs, et c'est pas qu'auditeurs puisqu'ils nous voient, les internautes vont apprécier et ont apprécié cet échange. Je mettrai, si tu me le permets, le replay sur Hypnose Profonde. Mhm. Bien Et sûr. comme ça, les personnes qui te suivent pourront voir cet échange. En tout cas, merci encore d'avoir accepté. Oh, c'est un grand plaisir. Disons que je trouve que notre métier souffre de chapelle, voilà, et que dans le fond, pour avoir connu d'autres métiers avec d'autres chapelles, je trouve que c'est le début de la fin. C'est-à-dire que quand les chapelles se structurent comme ça et que les gens n'arrivent plus à se parler et que chacun tire pour sortir son bouquin, vendre son cours et tout, c'est le début de la fin. Et je l'ai vu dans le disque, hein. J'ai fait 35 ans, un peu plus dans le disque, et j'ai vu le disque s'écrouler à cause de ça, entre autres, pas que ça. Donc, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, là,
les rescapés de l'heure, là, il doit y avoir 30 ou 40 personnes, parlons-nous, essayons de correspondre. Sinon, en plus, sinon, c'est pas rigolo. Voilà. Alors, toutes ces histoires de syndicats et tout, c'est monumentalement un flop. Toutes ces écoles dans tous les coins, elles commencent à me gonfler. Chacun essaye de gratter un petit peu de dollars. C'est le début de la fin. Pour moi, l'hypnose va ou soit être régulée, vraiment, et ça, il y a des projets en cours hein, de régulation de ce métier, soit elle va disparaître, elle va être diluée. Donc, essayons de nous grouper, faisons correspondre les pages Facebook. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, qu'un truc soit sur telle ou telle page? Je veux dire, je suis abonné à peu près à toutes les pages et je picore comme tout le monde. Et c'est très bien, quoi. J'ai pas besoin de. Voilà. Et j'ai rencontré. Non, mais ça me donne l'occasion de. Je vais finir là-dessus. Et j'ai rencontré beaucoup de mégalos dans ce métier et j'en ai ma claque, quoi. Donc, quand j'ai le plaisir de parler avec quelqu'un comme Rémi, qui a de l'expérience et qui est ouvert et qui a une forme d'humilité, ça fait du bien. Voilà. OK? Voilà. Alors, bonne nuit. Oui, on va dire au revoir à tout le monde et merci à tous d'avoir été présents. Merci Daniel encore et qui sait peut-être à bientôt pour une nouvelle interview. OK, avec plaisir. À Allez, plus, à ciao les bientôt, au copains. revoir.